Est-ce que c'est bon ou pas? Qui va descendre juste au moment. Oui, mais on va vite se faufiler. Jérôme, le frère de Napoléon, qui était roi d'Espagne. Et voilà, donc là, il est dans son uniforme en fait de général espagnol avec l'ordre royal d'Espagne, ses étoiles de général. D'accord. Mais quand les Espagnols ont repris possession, il y a ces étoiles de général. D'accord. Mais quand les Espagnols ont repris possession de l'Espagne et que le général Hugo est rentré en France, il a perdu son grade de... Quand les Espagnols ont repris possession de l'Espagne et que le général Hugo est rentré en France, il a perdu son grade de... Ah oui, d'accord. Voilà, donc le couple était forcément très très bien assorti et ne s'est pas très bien entendu. Ils ont fini par se séparer, d'autant que la générale Hugo n'avait pas envie de suivre son mari dans toutes ses affectations en Espagne. Elle préférait vivre à Paris. Et petit Victor, comme son frère, un peu moins son frère Abel qui était le frère aîné, comme son frère Eugène, a assez mal vécu cette désunion de ses parents. D'accord. Et c'est la mère de Victor Hugo qui surtout a pris en charge son éducation. On a un petit portrait d'elle d'ailleurs, si vous voulez. Allons la voir. Voilà. On a peu d'images, hein. C'est le seul portrait qu'on ait d'elle ici, toute petite image. Voilà, de Sophie Trébuchet, devenue Madame Hugo, Victor Hugo plus âgé ici, et puis le frère Eugène, voilà, de Sophie Trébuchet, devenue Madame Hugo, Victor Hugo plus âgé ici, et puis le frère Eugène, le plus fort en thème, qui serait le plus fort en poésie, qui serait le meilleur écrivain. Mais Eugène avait une certaine fragilité et une crise de folie. Il a dû être interné, il est mort à Charenton en 1837. C'était un premier traumatisme pour Victor. D'accord. Et alors du coup, Victor Hugo, lui, a épousé... Cette jeune femme. Ah, la voilà. Voilà. Adèle. Adèle Fouché, qui est d'ailleurs à côté de son papa et de sa maman. Là, c'est le portrait jeune de la fiancée, qui on voit une jolie femme. Très jolie femme, oui. Voilà, et très beau portrait qui est fait par Julie Duvidal de Montferrier, une femme peintre, donc il faut le souligner parce que c'est important. Et il y avait beaucoup de femmes peintres au XIXe siècle. Et c'est Julie Duvidal de Montferrier dont on a le portrait ici à côté, et qui était la femme d'Abel Hugo, le frère aîné de Victor Hugo, qui est sur ce portrait. Elle a donné des cours de dessin à Adèle Fouché, et c'est comme cela qu'il y a eu un peu de... voilà, tout le monde s'est rencontré, s'est marié, et il a fait de la peinture. D'accord. Et donc du coup, de ce mariage, donc c'est un mariage d'amour entre Victor Hugo et Adèle Fouché? Oui. C'est un vrai mariage d'amour qui était difficile parce que la mère de Victor Hugo était assez opposée à ce mariage, alors qu'elle était amie avec les Fouché. Je ne sais pas trop bien pourquoi, mais et donc et les parents de la fiancée n'étaient pas non plus très favorables parce que le pauvre Victor n'avait pas de situation. Pas en soi. Que de l'amour et de l'eau fraîche. Voilà, et ça ne fait pas forcément vivre. En tout cas, ça inquiète les parents. Et donc Victor Hugo a dû attendre la mort de sa maman pour... ah oui voilà, il a fait le chemin à pied de Paris à Dreux, je crois, j'ai bonne mémoire, pour aller retrouver sa fiancée. Et ça a un peu convaincu les parents, monsieur et madame Fouché, d'accorder la main de leur fille au jeune Victor, mais le jeune Victor avait quand même commencé à publier des poésies et à être pensionné par le roi. Voilà, ça assurait des revenus, devenait mariable, épousable. Mais du coup, avec un père général, qu'est-ce qui a fait que Victor Hugo se soit intéressé à la littérature, à la poésie, à vouloir écrire? Est-ce que du coup, de sa famille... Je pense que c'est vraiment le rôle de sa mère. D'accord. Sa mère qui lui donne une éducation très humaniste, très littéraire. Alors il dit d'ailleurs qu'il a été élevé aussi par un vieux curé et par le général Lahorie, qui est
général royaliste qui a fait un complot contre Napoléon, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être exécuté, ce qui n'a pas arrangé la carrière du général Hugo, qui lui n'y était pour rien. On raconte, on ne sait pas si c'est vrai, que Madame Hugo a eu des faiblesses pour la Horie, comme ça. Il faut bien qu'il y ait des histoires un peu croustillantes, un peu amoureuses, en tout cas, voir que l'amour circule, c'est une très bonne chose. Et donc tous ces gens ont donné à Victor et à Gênes une éducation très riche, philosophique, littéraire. Alors, papa, lui, voulait plutôt que son fils fasse du droit, et Victor était très peu motivé par le droit, donc il a fait des vers, comme beaucoup de gens en faisaient à l'époque. Tous les jeunes gens faisaient de la poésie à l'époque, écrivaient des vers, mais il se trouve que Victor Hugo les faisait mieux que les autres. Donc on va aller peut-être dans la prochaine pièce, on va continuer à découvrir ce lieu, qui est du coup le Salon Rouge, où il y a énormément de portraits de toute la famille Hugo, et dont on va vous parler un petit peu. Alors, on est forcé de tricher dans cet appartement, hein, il faut l'avouer à nos auditeurs, puisque Victor Hugo était seulement locataire ici, donc en 1948, il est parti avec tous ses meubles, il restait absolument rien de lui, de son mobilier, ça a été loué à d'autres personnes. Et puis, vers 1873, c'est devenu une école, donc les pièces ont été un petit peu modifiées. Alors, si l'antichambre n'a pas trop changé, ici, en fait, on avait 2 pièces qui étaient séparées. On avait un salon, on dit salon des cuirs, qui donnait sur la place Royale, puisque c'était le long de la place des Vosges à l'époque. Et côté cour et jardin, une salle à manger. D'accord. En fait, le grand salon de réception se trouvait dans la pièce suivante. Qu'on ira voir après, qui est magnifique. Ici, pour nous, on évoque, puisque aujourd'hui l'appartement, c'est en fait une biographie de Victor Hugo en objet et en image, à travers des ambiances décoratives. Et on raconte la vie de Victor Hugo. Alors, dans ce grand salon rouge, on raconte un peu la période où il vit Place Royale, qui est une période très importante pour lui, vraiment d'apogée, de marche vers la célébrité. D'ailleurs, juste là, on voit le portrait de Victor Hugo jeune, puisqu'on a l'habitude de le voir sur ce fameux portrait avec les cheveux blancs et la barbe blanche. Mais voici le visage jeune de Victor Hugo. C'est une révélation. Victor Hugo n'est pas né barbu. Non. Ça lui est venu beaucoup plus tard, vers 1861-62. Jeune, chevelu, mais toujours très très élégant. Voilà, donc là c'est un portrait quand même 1839, donc il a 37 ans. Sur ce portrait. C'est encore jeune, 37 ans. C'est encore jeune, 37 ans. J'aimerais bien y être encore, mais malheureusement pour moi c'est un peu plus loin. En fait, c'est un jeu de double portrait, de portrait en pendant, de Monsieur et Madame Hugo. Du coup, Adèle qu'on a vue dans la première pièce. Maintenant, là qu'on voit un peu plus mûre, elle aussi, en 1839. Toujours aussi. Mais avec une robe somptueuse, une étole de soierie et de broderie, avec un fond très conventionnel de colonnes qui donne un côté aristocratique au portrait, et de même que Victor Hugo dans son grand manteau noir, alors qu'il, bizarrement, il ne porte pas la Légion d'honneur sur ce portrait, alors qu'il est très fier, puisqu'il a eu la Légion d'honneur très tôt, à l'âge de 25 ans. Et donc, ce sont des portraits un peu plus qu'ami-corps, donc qui disent quand même le statut social des modèles. C'est vrai que ce sont des gens importants qui ont atteint. Voilà. Nous avons une question. Et c'est vrai que c'est des portraits 39 qui veulent dire que Victor Hugo, quand même, pourrait être élu à l'Académie française. C'est ce qui arrivera 2 ans plus tard, en 1941. Voilà. D'accord. C'est une façon de préparer le terrain, quelque sorte. Nous avons une question. Alors, il me semble que Victor Hugo louait cet appartement. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a toujours été locataire à Paris. D'accord. Voilà. Il n'a été propriétaire qu'à Guernesey, qui est l'autre moitié du musée, Vaudeville House. Mais c'est un peu compliqué d'y aller ce soir. Oui. Les retours ont été un petit peu longs. On a une question. Est-ce qu'il jouait du clavecin lui-même? Alors, non, pas tout à fait. Ce sont les filles qu'on n'a pas encore eu le temps de présenter, Ah oui. Léopoldine et Adèle, qui jouaient du piano.
Donc là, c'est 2 portraits de Léopoldine. Alors, on a 2 portraits de Léopoldine. Léopoldine a 4 ans. Tous les portraits, sauf celui-ci, sont de Louis Boulanger, qui était un ami peintre de Victor Hugo. Et là, Léopoldine, encore pouponne, est représentée à l'anglaise dans un parc avec un pan. Adèle, elle, est représentée beaucoup plus jeune, l'âge d'1 ou 2 ans, et toute jeune. Et ce qui est une petite anecdote amusante pour distraire. Le portrait a dû être fait vers 1831, donc elle avait 1 an ou un petit peu plus. Et en 1832, il y a beaucoup de troubles révolutionnaires à Paris. D'ailleurs, la fameuse barricade des Misérables se situe historiquement en 1832, celle que Victor Hugo exploite dans les Misérables. Et Victor Hugo, à ce moment-là, avant de venir ici, habitait rue Jean Goujon. Et un révolutionnaire passe sous ses fenêtres, voit Victor Hugo à la lumière de sa lampe en train de travailler, et il a envie de se faire un bourgeois, comme on dirait, et il tire un coup de fusil, de revolver, qui rate, heureusement, Victor Hugo, mais qui va atteindre la petite Adèle au-dessus de la tête, enfin son portrait, et ce qui fait que le portrait a été restauré d'abord par Louis Boulanger, et puis après on a dû le restaurer plus récemment. Et on voit, juste à côté de la tête, voilà, c'est ça, oui. Je ne sais pas si on peut essayer de le voir. La pauvre petite Adèle, avec sa... À cet endroit-là, vous voyez, il y a un... petite souris, a été mêlée à une tentative d'assassinat de son père, de façon tout à fait involontaire. Alors, on a plusieurs questions. Oui. D'où vient Victor Hugo? Parce qu'il n'est pas parisien, il me semble. Non, la famille est, on l'a dit, bretonne par sa mère, enfin, de Nantes. Et nancéen par son père, en fait. Le grand-père Joseph était menuisier à Nancy. Et donc, voilà, c'est l'ancrage de la famille. Mais Victor Hugo, comme on le sait, est né à Besançon, où son père était en garnison, quand ce siècle avait 2 ans. Alors, on allait parler du piano. Alors ici, c'est un piano forte de Schillmayer, un facteur allemand. Alors c'est un dépôt qu'on a de Sorbonne Université, parce qu'on a un partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Paris. Mais du coup, il y a des concerts régulièrement ici. Voilà, les étudiants viennent répéter dans un lieu très agréable, quand le musée est fermé, ou des fois quand c'est public, il y a des masterclass, des concerts. Alors, ça évoque effectivement le fait que Léopoldine et Adèle ont fait du piano comme toute jeune fille qui se respectait, parce qu'on jouait du piano dans les salons le soir et on chantait des chansons qui étaient souvent composées sur des mélodies qui étaient composées sur des vers de Victor Hugo. D'accord. Voilà. Et Liszt, par exemple, a joué au moins 2 fois ici. Liszt qui connaissait bien Victor Hugo. Alors Liszt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Franz Liszt, qui était un peu une rockstar à l'époque. C'était une rockstar. Très très beau. On dit que c'était les femmes tombaient dans les pommes. Qui a su gérer sa célébrité. Et certains universitaires disent que Liszt a été le modèle de Victor Hugo pour gérer sa célébrité. Ah oui. Organiser ça, voilà, parce que bien sûr, rien au hasard quand on est un grand homme. Oui, on contrôle quand même on essaie de contrôler son image au maximum. Je crois qu'il y a d'autres questions. Alors, est-ce qu'il faut quand même savoir que Victor Hugo a perdu tous ses enfants alors que lui, de son vivant, il a vu tous mourir? Le grand drame, alors qu'il habite ici, c'est la mort de Léopoldine. Donc, il se marie printemps 1843 à l'église Saint-Paul, à côté. Et le même été, avec son mari, leur canot chavire sur la Seine, à Villequier, qui était la demeure familiale des Vacry, puisqu'elle a épousé donc Charles Vacry, et elle meurt alors que Victor Hugo est en voyage, comme chaque été, avec son amante. Pas sa femme, Juliette, qui est juste ici, on retrouve après. Voilà. Et il va, donc c'est un choc terrible, parce qu'il apprend la chose à Rochefort dans un café, en lisant le journal. Il tombe sur un article qui annonce la mort de sa fille, donc il a blanchi complètement, pétrifié. Et il va cesser ses voyages d'été avec Juliette. Et puis il va surtout cesser de publier, de donner de nouvelles pièces au théâtre. Il va continuer à écrire, mais il ne va plus rien publier. Alors, il y avait une question justement sur la mort de Léopoldine, qui l'a grandement affectée.
On avait une question sur... apparemment, il aurait essayé il serait mis un peu au spiritisme pour essayer de contacter sa fille. Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est véridique. Alors, le spiritisme, c'est une longue histoire. C'est un peu plus tard, pendant l'exil, à Jersey. Madame de Girardin, qui est la femme d'un patron de presse et qui est elle-même écrivaine, une ancienne romantique, vient à Jersey et elle est passionnée par les nouvelles modes, qui est des tables parlantes. Oui, les fameuses. Voilà, et donc elle embête tout le monde pour faire des séances de spiritisme, et puis ça ne fonctionne pas, sauf à un moment, voilà, d'un seul coup, première séance, où ça parle, et tout le monde reconnaît Léopoldine comme l'esprit qui parle. Donc ça va être un choc assez fort pour toute la famille, et du coup ça élimine de fait toute suspicion de fraude, parce que personne n'aurait osé frauder devant Victor Hugo, faire la mauvaise blague de faire parler Léopoldine. Non, c'était un sujet sensible. Touchy, comme on dirait aujourd'hui. Donc ça électrifie tout le monde, et ils vont se mettre, toute la famille, à faire parler les tables pendant 2 ans. Voilà, et tas d'esprits vont venir, alors des célébrités, Jésus-Christ, Shakespeare, Chénier, Molière, tas de gens, et puis des esprits un peu bizarres, l'ombre du sépulcre, le drame, l'océan. Voilà, ça donne des textes absolument extraordinaires. Alors, soit on croit aux esprits, et ce sont ces esprits qui apparaissent, soit on ne croit pas tout à fait aux esprits, et dans ce cas-là, selon la tradition d'interprétation des phénomènes médiumniques, le médium, très évidemment, c'est Charles Hugo, le fils aîné. Voilà. Et donc, c'est un peu une sorte d'écriture automatique de Charles, voilà, qui résout tous ces complexes oedipiens dans cette affaire-là. Donc, Charles Hugo, qui est un des fils de Victor Hugo, puisque nous avons Léopoldine, nous avons Adèle, et nous avons du coup Charles et François Victor. François Victor, le petit qui est François juste Victor. là-bas. Alors c'est Victor, hein, c'est Victor II. Son vrai prénom, c'est Victor. D'accord. Et alors, c'est en 1849, quand il commencera à faire du journalisme politique, journal de l'événement, qu'il prendra le prénom de François Victor pour que ses articles ne soient pas attribués à son père. D'accord. Et là, on a le père et le fils. Et c'est un portrait intéressant parce que c'est l'un des rares témoignages qu'on ait un peu sur les bords de la décoration de l'appartement de la place royale. On voit un meuble de laque noir et or, chinois ou japonais, une gros vase d'Imari, de porcelaine japonaise, voilà, des tapis, des tentures, des meubles à tapisserie, des choses comme ça. Donc du coup, François Victor, Charles... alors c'est Charles qui aura 2 enfants. C'est Charles qui sera le seul fils de Victor Hugo à avoir des enfants. Oui, puisque du coup Léopoldine n'en aura pas. Adèle, qui me semble finit dans un hôpital psychiatrique, si je ne me trompe pas, n'aura pas d'enfants non plus. Et François Victor n'en aura pas non plus. Donc juste Charles aura 2 enfants. Mais malheureusement, il meurt assez... alors que ses enfants sont tout jeunes. Sont tout jeunes. Et c'est François Victor qui prend le relais. Mais il mourra 2 ans plus tard. Mais qui meurt 2 ans plus tard, malheureusement. Oui. Nous allons parler un petit peu d'une jeune femme, du coup, qui est dans la vie de Victor Hugo, mais qui n'est pas sa femme, mais qui restera avec lui toute sa vie. Voilà, c'est Juliette. C'est Juliette, c'est pratiquement la seconde épouse, en fait, de Victor. Alors, en France, Madame Hugo qui avait fauté la première avec Sainte-Beuve. On s'ennuie pas dans la famille Hugo. Hein. Voilà. Et Victor Hugo va faire la connaissance de Juliette en 1833, alors qu'elle a un petit rôle dans Lucrèce Borgia, une pièce de Victor Hugo qui a un énorme succès. Et c'est une passion, coup de foudre. Passion au début très orageuse, avec des scènes, des ruptures, enfin tout ce qu'il faut à l'époque romantique. Et puis, voilà, Juliette va arrêter sa carrière d'actrice, elle va vivre toujours à côté de Victor Hugo. Il y avait plusieurs adresses dans le quartier. Et elle va le suivre en exil. C'est elle qui va même l'aider à partir en exil en 1951. Et elle est un peu la sécurité de Victor Hugo. Elle l'adore, elle l'adule, elle le rassure, elle lui écrit 1, 2, voire 3 lettres d'amour par jour, qui d'ailleurs sont publiées en ligne. Vous pouvez vous amuser à les lire. C'est très très intéressant. Alors,
Des fois, on en a un peu marre parce que c'est je t'aime, mon Toto, mon petit grand homme. Mais elle dit qu'on a quand même une foule de traces de de cette renseignements romance. sur la vie de Victor Hugo, sur l'époque. Voilà, c'est notre amie Florence Nogrette qui édite ses lettres en ligne sur le site juliette-drouet.org. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Et du coup, il me semble, alors on va dans une pièce qui est absolument incroyable, où en fait, nous avons une question. Est-ce que George Sand est également passé dans cette maison? Eh bien non, parce qu'aussi étrange que cela paraisse, George Sand et Victor Hugo ne se sont jamais rencontrés physiquement. D'accord. Mais ils se sont écrits, ils se sont connus, ils se sont lus. Et puisqu'il y a une question sur George Sand, on va voir quelque chose d'amusant. Enfin d'amusant. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le droit de passer les barrières ce soir. Donc Ça, c'est chouette, hein, et on vous emmène avec nous. Venez voir. Voilà. Le fameux coffre aux encriers, les 4 encriers. Magnifique. Voilà. Alors, on est plus tard, on est pendant l'exil, 1860. Madame Hugo veut créer une crèche pour les enfants pauvres de Guernesey. C'est-à-dire qu'il y a des travailleurs immigrés irlandais et français qui viennent travailler sur l'île. Donc, les parents travaillent. Et ce sont les plus grands qui gardent les plus petits, qui les gardent plus ou moins bien, et ça inquiète beaucoup Madame Hugo. Donc elle veut créer une crèche pour s'occuper des enfants. Et elle organise un bazar de charité, une charity, comme on dit à Guernesey. Et elle achète des tas d'objets pour vendre avec bénéfice. Et elle a l'idée d'un objet un peu spectaculaire, le clou de la vente. Elle demande à 4 écrivains de sa connaissance, dont bien sûr Victor Hugo, Alexandre Dumas, qui est un copain de longue date, Lamartine aussi, et George Sand, de lui donner une plume, un encrier et un mot écrit de leurs mains. Voilà. Et George Sand va même y ajouter un briquet, parce que c'est une femme qui fume, voilà, et une lettre de sa main. Donc ça, c'est une vraie plume utilisée par Victor Hugo. Par Victor Hugo, et là, par Dumas. Voilà, Lamartine et George Sand ne devraient plus avoir de plume ou en donner autre chose. Et en fait, c'est Victor Hugo qui va acheter cet objet qui a peu passionné les Guernesiais. Et il va le conserver, et ce sera donné par la famille Hugo à la création du musée. Voilà. Donc là, en fait, il y a des petits tiroirs en plus. Des petits tiroirs où on peut ranger les manuscrits. Alors là, ce sont des facsimilés, parce que sinon c'est trop fragile. Voilà, c'est un objet assez mythique, parce que ça annonce un peu avant quelque chose que Victor Hugo va faire à Guernesey, qui sont les fameux dîners des enfants pauvres. Il va inviter à sa table les enfants pauvres de Guernesey pour leur donner à manger de la viande et à boire du vin pour qu'ils soient en bonne santé. Le vin, il était coupé d'eau et c'était pour éviter le scrofule, voilà. Et c'est une institution qui a beaucoup marqué, qui compte dans la vie de Victor Hugo et dont on a beaucoup parlé aussi en Europe. D'accord. Alors, ce qu'on ne sait pas sur Victor Hugo, c'est qu'il fabriquait des meubles. Alors, il était décorateur. C'est des décors qui sont créés par Victor Hugo. Tout a été fait par Victor Hugo. Et les meubles, ils sont dans la pièce suivante. Qu'on va aller voir après, mais là... mélangés. Il peignait des cadres aussi. Voilà, là, c'est peint de sa main, véritablement. C'était pour... alors, tous ces décors et ces meubles qu'on va voir, ça a été fait pour Juliette. Parce que ce qu'il a fait pour lui, c'est rester à Hauteville House à Guernesey. Là, c'était dans une autre maison qui s'appelait Hauteville 2. D'ailleurs, Hauteville 2, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. Hauteville 1 et Hauteville 2, il y a la première épouse et la deuxième. Et tous ces décors étaient dans cette maison. Voilà, et bon, répartis dans différentes pièces. Ici, ça a été concentré. Il s'amuse à être un artiste chinois ici parce qu'avec Juliette, ils aimaient bien aller chiner. J'ai des assiettes chinoises, des porcelaines, des choses comme ça. Donc il a fait un intérieur chinois pour Juliette, extrêmement brillant. Voilà, et puis il remplit tout hein, quand il décore. Il ne laisse pas un espace vide. Tout devient du Victor Hugo. Ce qui ne l'empêche pas de s'amuser d'ailleurs parce qu'il met ses initiales partout. C'est pour dire à Juliette, t'es chez moi, on est chez nous. C'est ta maison. Mais il s'amuse avec ce petit acrobate dont l'ombre portée dessine un VH. Hein. Ah. Et ici, alors avec l'ombre, là on voit moins bien, mais il y a un Chinois absolument ravi et qui se régale d'un beau poisson et d'un flacon de vin.
Et ici, si vous arrivez à lire, il y a écrit Shu Zan, par groupe de 3 lettres. C'est comme ça qu'on transcrivait les mots chinois en français à l'époque. Et ça ne veut strictement rien dire. C'est une allusion à Suzanne, Suzanne qui était la cuisinière de Juliette Drouet. Et donc, il se montre là, en fait, c'est Victor Hugo, parce que qui se régale d'un bon plat cuisiné par Juliette et le flacon par Suzanne. Et le flacon de vin est une allusion au fait que Suzanne était un peu portée sur la boisson, ce qui faisait râler Juliette. Alors, on a une question. Est-il vrai que Victor Hugo mettait un couvert lors des dîners dans cette maison pour le mendiant qui passe? Oui, c'est une interprétation, je me souviens plus bien. En tout cas, il faisait des dîners pour les enfants pauvres oui, aussi. Donc et puis sinon, effectivement, ici, on est encore dans l'époque romantique, il y a des traditions un peu bohèmes et il y a toujours de la place pour quelqu'un qui passe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mendiants qui soient passés chez le père de France. Alors moi, j'ai une question. Comment vivait la femme officielle de Victor Hugo, cette relation qu'il avait avec Juliette, qui les suivait partout? Elle n'appréciait pas tellement. Elle n'a pas aimé Juliette, mais en revanche... Pas fan de la maîtresse. En revanche, c'est assez étrange. Pendant Juliette, il y aura une autre maîtresse, qui est Léonie Biard, la femme d'un peintre. Et Léonie Biard est très amie avec Madame Hugo, et Madame Hugo encourage beaucoup la liaison de Léonie avec son mari, justement pour embêter Juliette. C'est de bonne guerre. Et alors l'histoire est quand même, au-delà de la gaudriole, l'histoire est quand même très, très importante parce que Léonie et Victor vont être surpris en constat d'adultère par un commissaire de police un beau matin. Et c'est très embêtant parce que... Niveau réputation. François-Auguste Biard, le mari de Léonie... parce qu'il était marié aussi, évidemment. Oui, est un peintre qui était proche de Louis-Philippe. Et à cette date, Victor Hugo est aussi proche de Louis-Philippe. Donc les deux sont proches du roi. Donc c'est un scandale que le roi va essayer d'étouffer au maximum. Et donc on va demander à Victor Hugo, qui vient tout juste d'être nommé pair de France, qui aurait pu être ministre s'il n'y avait pas eu cette affaire de mœurs, on va lui dire de se faire oublier pendant quelques mois et de partir en voyage éventuellement, mais il ne va pas partir en voyage, il va rester dans cette maison. Il va se claquemurer dans son cabinet de travail et il va commencer à écrire un livre, pas trop le titre, Jean Tréjean, Jean Valjean, Les Misères, etc. Et qu'il arrêtera au moment de la Révolution de 1848, qu'il reprendra en 1860 à Guernesey et qui deviendra Les Misérables, bien sûr. Donc finalement, merci Léonie. Merci les constats d'adultère, nous a donné Les Misérables. Incroyable. Alors, comme on le disait avant, Victor Hugo, il aimait fabriquer des meubles. Et ici, oui, il y en a plein. Il y en a plein. Et ce sont des meubles designés par Victor Hugo. Voilà. Alors, je vous donne la méthode. Allons-y. Vous allez faire les brocantes, les antiquaires, les vieilles fermes, les machins. Vous achetez des meubles guernesiais. Alors ça, on les reconnaît, les meubles anglo-normands, parce que vous êtes à Guernesey. Il y a une arche avec un motif floral au milieu. Sinon, vous achetez des meubles gothiques, vous achetez des meubles haute époque, Henri III, Renaissance, enfin tout ce que vous voulez. Vous faites livrer ça chez vous. Quand ça arrive chez vous, vous faites tout démonter. Ah d'accord. Les panneaux, les machins, vous cassez tout. Et vous faites un dessin du meuble de vos rêves, vous le donnez à votre équipe de menuisier, et votre équipe de menuisier vous fait des meubles comme Victor Hugo les aime, c'est-à-dire avec des vides, des pleins qui ont l'air de cathédrales, d'architecture, de choses comme ça, avec, voilà, ça c'est un coffre Renaissance, au-dessus, on a mis une espèce de tabernacle, et puis bien sûr, comme Victor Hugo est un peu facétieux, il va mettre un bas de buffet en haut avec des tiroirs tout à fait inatteignables, donc les lettres d'amour qu'on ne veut pas qu'on trouve ou les factures qu'on ne veut pas payer, et puis des petites étagères pour mettre voilà, des Staffordshire Dog et des choses. Et puis en fait, à l'origine, il y avait des panneaux plats ici, sans doute pour mettre des dessins de Victor Hugo, voilà, pour que Juliette ait tout le confort. Et il me semble que cette pièce, elle est très, très amusante. Et alors, la poésie mobilière de Victor Hugo et son humour n'empêche pas le côté pratique des choses. Le beau-frère de Juliette lui avait chiné ce beau panneau, on voit un saint en archange là, qui est en train de terrasser le dragon. Il fallait y trouver un usage. Alors, avec d'autres morceaux sculptés, Victor Hugo a eu l'idée de faire cette chose. On ouvre. Le panneau du beau-frère pivote et
devient un pied de table à abattant. On peut gagner un peu de place. Il y avait une petite pièce, une petite chambre du haut dans la maison de Juliette, où Juliette voulait absolument que son Toto vienne travailler. Et voilà, c'est sans doute là qu'elle est cette table. Voilà, on a des petites, c'est extrêmement ingénieux, hein, parce que... Des petits panneaux guernesiais voilà, où on peut ranger des choses, des bouteilles d'encre, des papiers, des machins, des trucs. Voilà, c'est astucieux, c'est très beau et c'est incroyable. Alors on a une question, combien de temps est-il resté ici, place des Vosges? Eh bien, alors ça, je vous laisse faire le calcul. Je suis très mauvais en calcul mental, mais 1832 à 1848. Alors, l'automne 1832, 16 ans. Il arrive en octobre, si j'ai bonne mémoire, septembre ou octobre. Et il part après, en juillet 1848, après la deuxième révolution de 48, les journées insurrectionnelles de juin. À cause d'un événement particulier, moi qui m'émeut beaucoup, c'est que en fait, la mairie était sur la place encore royale, plus pour longtemps, ou déjà plus d'ailleurs, et il y a un groupe d'émeutiers, on est tout à côté du faubourg Saint-Antoine, encore royale, plus pour longtemps, ou déjà plus d'ailleurs. Et il y a un groupe d'émeutiers, on est tout à côté du faubourg Saint-Antoine, ici, donc le quartier ouvrier révolutionnaire de Paris, qui passent puis la rue Saint-Antoine, qui reconnaissent la maison, qui disent ah, là c'est la maison d'un ancien pair de France, maintenant député, et Victor Hugo faisait partie de ces députés envoyés pour un peu pacifier les barricades. Donc c'était l'ennemi de ces ouvriers. Hein. Victor Hugo n'était pas encore tout à fait à gauche à l'époque. Et du coup, les émeutiers rentrent dans l'appartement, regardent, mais ils sont sous la conduite d'un... C'est Victor Hugo qui nous raconte ça. Ils sont sous la conduite d'un instituteur qui mène bien son nom. Et en fait, les révolutionnaires étaient très honnêtes à l'époque et ils traversent l'appartement. Alors, il y en a qui disent « Oh, il y a une panoplie d'armes, on va prendre ces armes ». L'instituteur, chef de groupe, dit « Ah non, c'est des armes anciennes, on n'y touche pas ». Et en fait, ils traversent l'appartement. Quand ils arrivent dans le cabinet de travail de Victor Hugo... Qui était donc du coup... Qui était plus loin, plus loin dans le salon. Enfin, oui, c'était sans doute la dernière pièce. Bon, aujourd'hui, on triche un peu, c'est dans ce qu'on appelle le salon vert aujourd'hui. D'accord. Et là, il voit une boussole sur le bureau de Victor Hugo, qui est censée être la boussole de la Pinta. Et le instituteur dit, regardez, ça a découvert l'Amérique, c'est extraordinaire, tout le monde regarde, s'ébahit. Personne n'entrait dans le cabinet de travail de Victor Hugo, donc il y a le manuscrit des Misères qui est resté en l'état, qui est sur la table, donc le manuscrit des Misérables, et personne n'y touche, et ils ressortent et vont se faire tuer, sans doute pour certains, dans l'émeute. Et Victor Hugo racontera ça beaucoup plus tard, avec beaucoup de respect. Et moi, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, ce sont les premiers visiteurs du musée, quelque part. D'accord. Eh bien oui. Alors là, on se retrouve du coup dans une salle, dans le cabinet de travail, peut-être pas l'exact de l'époque, mais en tout cas de Victor Hugo. Et on trouve d'ailleurs plein de dessins de Victor Hugo ici. Et aussi un tableau important qui est celui de ses deux petits-enfants. Georges et Jeanne. C'est vrai que Victor Hugo va reporter toute son affection quand il revient en France, tout de suite après. Charles meurt en 71, François Victor en 73, et puis Adèle revient juste pour être internée en 72, donc ça fait trois mauvais coups sur coup. Victor Hugo va reporter toute son affection sur Georges et Jeanne, ses petits-enfants, dont il devient le tuteur. Et il écrit L'Art d'être grand-père, un recueil de poésie qui, à l'époque, on lisait beaucoup et dont on apprenait les poèmes par cœur, ce qui vaut à Georges et Jeanne d'être les enfants les plus célèbres de France pendant des décennies. D'accord. Alors, si on est ici, si on parle de... Ah, on a une question. Il y avait vraiment tout ça quand il vivait chez lui ou cela a été rajouté? Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a reconstitué un appartement qui raconte la vie de Victor Hugo. Mais on a fait du faux, c'est-à-dire un faux appartement, mais avec des vrais objets, des objets comme des portraits de famille, comme les décors qu'il a créés à Guernesey pour Juliette Drouet, comme des peintures qui illustrent ses écrits. Voilà. Mais ceci dit, à l'époque de Victor Hugo,
l'appartement était aussi extrêmement décoré. Est-ce qu'on a quelques photos? Alors, c'est Voilà. pas les photos d'ici, Non, mais on voit qu'il avait un style plutôt chargé. De documents iconographiques sur l'appartement tel qu'il était à l'époque de Victor Hugo, juste un tout petit dessin, mais on a des descriptions. Parce qu'à l'époque, quand on faisait un article sur un écrivain, on racontait sa vie, ce qu'il avait déjà écrit, ce qu'il était en train d'écrire, mais il y avait un passage obligé qui était de décrire son appartement. Parce que la bourgeoisie de la monarchie de Juillet était très friande de descriptions d'appartements pour se meubler. Et on sait que chez Victor Hugo, il y avait plein de choses. Il y avait des salons tapissés de cuir de Cordoue, des panoplies d'armes anciennes. Ici, dans cette antichambre qu'on a déjà visitée tout à l'heure, on a compté 80 œuvres accrochées sur les murs, des peintures, des dessins, des estampes, des sculptures, des plâtres, tout. Donc, il n'y avait pas de tout ça, parce que l'essentiel du mobilier de Victor Hugo a été vendu en 1852. Ah, merci. Lorsque la famille est partie le retrouver en exil à Jersey, et ce qui restait a été intégré dans les décors d'Hauteville House. Donc il y a un ou deux meubles qui sont ici, qui sont encore des meubles de l'époque de Victor Hugo, mais très peu. Voilà. Mais en tout cas, c'était aussi richement, aussi pleinement décoré que ça l'est aujourd'hui, peut-être même encore plus. Oui, là, vous avez vu qu'on est sorti de l'appartement de Victor Hugo, c'est pas pour rien, puisqu'on se dirige vers une exposition qui est temporaire et qui est là jusqu'en mars. Jusqu'au 10 mars. Jusqu'au 10 mars, qui est faite sur le fameux petit-fils de Victor Hugo, Georges Hugo. Georges Hugo. Qui avait une relation très particulière avec donc, Victor Hugo, qui l'appelait Papa. Ce qui veut dire quand même beaucoup de choses. C'est une trouvaille, oui, quand il était tout jeune, lors du premier séjour à Guernesey. Victor Hugo, alors les enfants, tout leur était permis. Victor Hugo redescend avec petit Georges dans ses bras et dit petit Georges m'a appelé Papa, maintenant on m'appellera Papa. C'est une trouvaille, alors c'est à la fois que son grand-père n'est pas son père, c'est pas papa, mais en même temps c'est plus que papa. C'est trois fois un redoublement presque de la paternité, papa. C'est le père majuscule, le père majeur. Je crois que Charles appelait son père le périssime. Alors, Jeanne est beaucoup mise en vedette et c'est vrai que Victor Hugo a un penchant, une vénération, une adoration pour Jeanne. Alors Jeanne, je crois qu'on a une photo. On a des photos de Jeanne. Là ici, on en a, oui là. Ici, là ils sont tout petits. Là juste ici, il y a les deux, Georges et Jeanne Hugo. Le plus grand, Georges et Jeanne, de nouveau, et là Jeanne dessinée par Georges, le tout jeune. Voilà. Et les enfants vont avoir une vie absolument extraordinaire. On n'ose pas rêver d'être élevé par un génie comme Victor Hugo, qui est en plus un génie gâteux. Oui, parce que quand on regarde là, juste derrière, il leur fait des... Qui est en plus un génie gâteux. Oui, parce que quand on regarde là, juste derrière, il leur fait des... Ah, il y en a une question. Il leur laisse tout faire sur gâteux. Oui, parce que quand on regarde là, juste derrière, il leur fait des... Ah, il y en a une question. Il leur laisse tout faire sur... Ça, c'est très émouvant de voir ces lettres chères papa pour te dire que Jeanne va très bien. Elle est presque guérie. Ma petite mère est au lit avec une... Alors là, avec quelque chose. Mais son mal de gorge, avec des petites photos, c'est très touchant, son mal de gorge est bien guéri. Ma petite mère ainsi que Jeanne et moi vous embrassons, non, c'est ça, vous embrassons de tout cœur, Georges Hugo. Comment ? Ça veut ici. Alors, on va se diriger vers une autre pièce. Donc en fait, ce qui est important à retenir, je pense, sur Georges Hugo, et de cette relation avec Victor Hugo, c'est qu'il a fortement influencé Georges dans sa transmission sur la création, finalement. Georges a écrit un livre de souvenirs, Mon grand-père, qu'il publiera au moment du centenaire. Il raconte une séance de dessin où il voit son grand-père dessiner. Et il en est émerveillé. D'ailleurs, on a un dessin dans un manuscrit
pièce qui a été jouée par les enfants, qui est illustrée par les enfants. Il y avait trois feuilles dans la salle précédente. Et Victor Hugo fait un dessin. Et un dessin, c'est juste une tache d'encre, quelques traits qui font la silhouette d'un château fort. Et on sent tellement que Victor Hugo a fait ce dessin pour émerveiller ses enfants, qu'on devine le regard pétillant de Georges et Jeanne, le regardant dessiner. C'est un dessin qui m'émeut énormément. Voilà, donc ça a dû le marquer, ça lui a donné envie d'être peintre. Et Georges va, comme sa sœur, vivre dans le culte de son grand-père, la défense, et ça va nourrir son œuvre. Parce qu'on a pas mal, alors ça va surtout se cristalliser autour d'Haute-Villaros à Guernesey. Il va faire de très très belles peintures d'Haute-Villaros, et notamment ce très très beau, c'est la belle vue du Lookout. Donc c'est cette pièce entièrement vitrée que Victor Hugo se fait construire sur le toit, et il écrivait sur des tablettes amovibles, on en voit une ici, sur le coin. Il écrivait debout, face à la mer, face à la France, avec un petit poêle quand même pour se chauffer l'hiver. Voilà, c'est une pièce de décoration. Il y a aussi la fameuse, Georges a aussi peint la fameuse salle à manger de Guernesey, qui est tout en bois et en carreaux de Delft. Avec ce double H pour Haute-Villaros ou Hugo House. Donc en plus, ces peintures de Georges Hugo permettent de voir à quoi ça ressemblait voilà, alors c'est l'époque. toujours encore très proche. D'accord. Là, on a restitué encore plus dans la dernière campagne de restauration qu'on a pu faire grâce au soutien de Pinot Collection en 2018. On a essayé de revenir à l'état visuel d'origine tel que Victor Hugo l'avait créé, en restituant des textiles, des lustres anciens, voilà, pour retrouver vraiment l'œuvre de Victor Hugo à Haute-Villaros. Donc là, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère, mais... Pas Juliette. C'est sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est un souvenir fictif, puisque sa grand-mère est morte quelques semaines après sa naissance, donc il ne l'a pas connue. Il l'intègre d'après une photo. De même que là, c'est un souvenir qu'il fait, parce qu'il a peint ça après la mort de son grand-père. On a une question qui est est-ce qu'il était difficile de vivre avec Victor Hugo, son caractère? Alors, pas avec ses petits-enfants, apparemment. Il leur cédait tout, il jouait avec eux, si on était des enfants, là, c'était très facile de vivre avec Victor Hugo. On pouvait faire toutes les bêtises qu'on voulait, et Victor Hugo les faisait avec vous, et vous encourageait à les faire. Un super grand-père. Et comme père, il était très bien aussi. On a des dessins où il dessine sur la même feuille avec Léopoldine. Visiblement, il fait un modèle de Quasimodo, et Léopoldine dessine le Quasimodo. Dans les témoignages qu'on a, Place Royale, les gens étaient très étonnés de voir Victor Hugo écrivant sur la table de salle à manger avec les enfants à côté de lui. Ça ne se faisait pas tellement à l'époque, on en voyait plutôt, les enfants s'en débarrassaient dans des pensionnats lointains ou chez des nourrices. Il a adoré Léopoldine, donc je pense que Léopoldine ne devait pas avoir trop de mal à vivre avec son père, ou alors au contraire peut-être que c'était un peu étouffant. Les rapports avec les fils étaient peut-être un peu plus compliqués, c'est un peu inhibant pour eux. C'est vrai que Charles a eu du mal à se mettre à l'écriture, que François Victor a pris une voie de traverse avec la traduction de Shakespeare. La période la plus difficile, ça a été sans doute l'exil, parce que là, il fallait complètement épouser le parti pris de Victor Hugo, sa décision irrévocable de rester en exil et de ne pas revenir tant que l'empereur, tant que la liberté ne reviendrait pas, tant que le Second Empire n'aurait pas chu. Et en 59, il refuse l'amnistie, donc il reste dans l'exil. Et en plus, il reste sur les îles anglo-normandes, alors que la famille aurait préféré un exil un peu plus amusant à Londres, avec un peu plus de distraction. Du coup, là maintenant, on est toujours dans cette exposition de Georges Hugo, est-ce qu'il était officiellement peintre? Comment est-ce que vous pourriez expliquer le parcours un peu de travail de ce petit-fils qui quand même a le poids du grand-père sur les épaules? Alors il commence une carrière de peintre, il expose au salon de la Société nationale des beaux-arts. La première chose qu'il montre, ce sont ces deux tableaux de navires qui sont des souvenirs de son service militaire dans la marine.
les bateaux qui servent de caserne à l'infanterie de marine dans le port de Toulon, et puis la dévastation à un croiseur cuirassé où il a servi. En fait, la carrière de peintre va être assez courte. Il va exposer au salon de 94 à 97. On voit que c'est assez court. Il n'a pas besoin de ça pour vivre à l'époque. Il est très riche, parce qu'il a une partie de la fortune de son grand-père. Et il épouse une femme très riche. Qui est ici, qui est une amie d'enfance. Qui est une amie d'enfance de Jeanne, c'est Pauline Ménard-Dorian. Donc là, il y a Jeanne, si je ne me trompe pas, et ici, c'est Pauline Ménard-Dorian. Alors là aussi, on a un petit peu de potin croustillant sur la vie amoureuse de Georges Hugo. Oui, bah d'abord, déjà, il épouse... Mais le petit groupe de copains d'enfance va se marier ensemble parce que Jeanne va épouser successivement les copains de Georges, c'est-à-dire Léon Daudet, le fils d'Alphonse Daudet, le maître de Montmoulin, pardon. Et après, Jean-Baptiste Charcot, futur commandant Charcot, donc fils du neurologue Jean-Martin Charcot. Oui, le fameux, qui a découvert la maladie de Charcot. Voilà, donc Pauline Ménard-Dorian est d'une famille aussi très riche, mais autant à gauche qu'elle est riche, cette famille, parce que sa mère, Aline Ménard-Dorian, est une Dreyfusarde qui a un salon où viennent tous les hommes politiques, les artistes, les écrivains. Elle sera présidente de la Ligue des droits de l'homme, elle sera membre de la SFIO, et elle est viscéralement anticléricale, voilà, c'est une forte personnalité. Seulement, le mariage de Pauline et de Georges ne va pas durer, puisqu'après la naissance de... Voilà, on a Pauline, et après la naissance de Jean, son fils aîné, et de Marguerite, sa fille, et Jean Hugo deviendra le peintre. Il est aujourd'hui même plus connu que Georges. Il aura d'ailleurs une exposition au musée Fabre à Montpellier cet été. Voilà, en 98, eh bien, Georges fiche le camp et avec la cousine de sa femme. Voilà. Alors c'est un traumatisme absolu. Pauline ne va pas l'accepter, pas le digérer, comme on dit. Ça se comprend. Et elle va interdire à Georges de revoir ses enfants. Ah. Et donc il ne reverra Jean et Marguerite qu'en 1913. Voilà, donc une longue période où il ne peut pas voir ses enfants, et c'est assez triste pour lui. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous entendez, mais en fait c'est du vieux parquet, donc on l'entend bien grincer, c'est très agréable. On espère que ça vous atteint pas trop au niveau des oreilles. En fait là on se balade un petit peu dans l'exposition. Donc il y a eu cette période avec Pauline Ménard-Dorian où il peint, où il se met en avant, puisque comme c'était une famille assez mondaine. Oui, ils vivent au dernier étage de l'hôtel particulier des Ménard-Dorian. Ils reçoivent beaucoup de gens. Et après, quand il part avec Dora Dorian, dont on va voir la nuque. Voilà, qui est aussi une famille riche. Ils vont s'installer à Florence, où Dora est née, bien qu'elle soit française, de père français, mais de mère russe. Donc ils vont mener une vie tranquille à Florence, où Georges continue de peindre. Ils vont voyager, voilà, c'est tranquille. Et là, on est dans une pièce qui est assez intéressante, très étonnante. Quand j'ai découvert l'exposition, j'étais très surprise, puisqu'en fait, à l'âge de 46 ans, Georges Hugo décide, en 1914, de s'engager pendant la Première Guerre mondiale et d'aller sur le front. Oui. Georges Hugo décide, en 1914, de s'engager pendant la Première Guerre mondiale et d'aller sur le front. Oui. Ça coupait pas moins là-bas ? Sur le front. Voilà. Et il va, en septembre 1915, la ferme Navarin. Un combat très, très meurtrier, d'ailleurs, où Blaise Cendrars, le poète, perdra sa main, même tout son bras droit. Lui est agent de liaison, donc il fait le va-et-vient entre les lignes pour porter les ordres et ramener les informations. Et puis, il fait ce qu'il a toujours fait. Même si c'est la guerre, il vit avec un carnet à dessin dans le creux de la main, et quand il plonge dans un trou d'obus pour se cacher, il dessine ce qu'il voit, et puis le soir, dans les tranchées, dans sa cagnat,
Il dessine toute la vie sur le front. Et il dessine tout. Les attaques, les attendants les tranchées, ses camarades, les blessés, les morts, les prisonniers Boche, comme il dit, tout ça, et de façon... très journalistique, c'est très... Je ne sais pas si on peut réessayer d'y aller ou c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Du coup, on vous invite à venir voir l'exposition pour ceux qui peuvent. Il y a Wi-Fi partout ici. Et, oui. Et surtout, on vous invite à aller sur la page Instagram de la Maison Victor Hugo pour voir quelques dessins qui sont sur le site. Oui, on peut aller essayer de les montrer après, mais pour l'instant, du coup... C'est qu'on la voit de très loin, mais on voit Dora. Ah, on voit Dora, oui, au fond. La deuxième épouse de Georges Hugo. Voilà, peut-être qu'on capte mieux chez Dora. Tentons. Vous nous dites de toute manière. Vous nous dites. Et en même temps, hop, peut-être attraper. De toute manière. Vous nous dites. Et en même temps, hop, peut-être attraper. Attraper. Des images du front. Attraper. Des images du front. Attraper. Des images du front. Ça marche plus? Est-ce qu'ici, vous nous entendez mieux ou pas? Tentons? Non? Vous nous dites dans les commentaires si on nous entend. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on nous voit? Surtout parce que c'est un peintre, Georges Hugo. Non, je crois qu'on va devoir se retourner là-bas. On retourne. Ça fait un peu de suspense. Écoutez, c'est très bien. Si vous êtes frustré, comme ça, vous êtes forcé de venir voir l'exposition pour compenser cette frustration. Du coup, donc il part sur la guerre. Après, il est missionné par les armées pour... Oui, il va exposer ses dessins en 1917 au Musée des Arts Décoratifs, aux Arts Décoratifs. Et il va reprendre une carrière de peintre, c'est-à-dire qu'il en a besoin, on ne peut pas se le cacher. D'ailleurs, il a dit à son fils, quand il l'a retrouvé en 1913, « Je ne suis pas un exemple à suivre, j'aurais tous les défauts de la terre, c'est ce qui nous rend très sympathiques. » Il aimait les femmes, il aimait le luxe. Il a beaucoup dépensé son argent. Il aimait beaucoup le jeu, donc il a fait beaucoup de dettes de jeu et il a perdu beaucoup d'argent. Et donc, à la fin de sa vie, il a besoin de regagner un peu d'argent. Il espère le faire par la peinture. Mais en fait, la fin de sa vie va être quand même assez triste parce que il n'a plus un rond. Il est séparé de Dora, ça aussi, c'est ça? Oui, il est séparé de Dora. Il a deux autres copines. Ah. Pourquoi faire ça et puis des copains et des amis, une vie sociale, il passe son temps au spectacle quand même. Enfin bon, il continue à vivre de façon un peu noble, comme il se doit, un homme du monde. Voilà, mais il va terminer sa vie en fait dans une chambre mansardée, dernier étage d'un cercle de jeu. D'accord. Voilà, où il avait dû perdre beaucoup d'argent, donc on lui renvoyait l'ascenseur. On l'héberge et il meurt assez jeune, puisqu'il meurt en 1925. Voilà, c'est assez triste, mais il y a une très belle description de sa mort dans les mémoires de son fils, Jean Hugo. C'est très, très émouvant. Voilà, mais la fin est toujours triste dans les histoires. Voilà, voilà. Alors je vous invite, on va se diriger vers l'entrée de l'exposition parce qu'il me semble qu'on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions? Profitons-en. Nous sommes avec du coup... Oui. Il y a encore des descendants de Victor Hugo. Ah oui, est-ce qu'il y en a encore? Moins que Tolstoï. Tolstoï, je crois qu'il y en a plus de 200. Mais donc surtout, c'est Jean Hugo, le fils aîné de Georges, qui a eu 7 enfants. Voilà, donc ils sont toujours vivants, des gens qu'on connaît bien, qu'on voit régulièrement, qui eux-mêmes ont eu des enfants et maintenant on a eu petits-enfants. Voilà, donc ça fait plusieurs fois arrière-petits-enfants. Et puis il y a des enfants aussi du côté de François Hugo, qui était le dernier fils, le troisième fils qu'il a eu avec Dora. Malheureusement, donc, Pierre Hugo est décédé quelques jours avant le vernissage de l'exposition. D'ailleurs, on lui a dédié cette exposition.
Voilà, il a lui-même des enfants qui sont vivants. Voilà, donc il y a effectivement une grande famille Hugo. Une grande famille Hugo, et dont beaucoup sont artistes, puisque Georges a été peintre, Jean était peintre, et parmi ses enfants, Marie, Adèle, Léopoldine, ils ont tous des prénoms bien hugoliens, sont peintres, Jean-Baptiste est photographe. Puis il me semble qu'il y en a un qui a été aussi créateur de bijoux. C'est François Hugo qui a été créateur, et Pierre quand il est créateur de bijoux. Il reste 2 minutes. Alors on va en profiter pour, s'il y a une dernière question ou 2 questions. Pouvez-vous faire un récap de l'expo en cours pour les nouveaux arrivants? L'exposition, donc. L'exposition en cours, c'est une monographie donc, qui est consacrée à Georges Hugo, petit-fils de Victor Hugo, qui vous montre plus de 200 œuvres de sa main et qui vous permet de suivre tout son parcours d'artiste, des relations avec son grand-père, de la peinture qu'il a faite dans son milieu familial et surtout des peintures de guerre qu'on n'a pas pu vous montrer, et de très beaux paysages, et puis des scènes de sociabilité qu'il croquait sur son carnet. Voilà. C'est toute une vie qu'on recrée sous les yeux. Et moi, je suis très mal placé pour vous conseiller de voir l'exposition. Moi, je vous conseille, c'est très très beau. Ça parle d'une époque. On m'en dit beaucoup de bien, donc c'est que l'exposition ne doit pas être trop mal. Elle est très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ou pas? Beaucoup de merci. On espère que cette exposition vous a plu, que vous pouvez du coup la revoir pour ceux qui sont arrivés un peu à la fin sur la page YouTube de Paris Musée, si je ne me trompe pas. Elle sera mise dessus dans pas très longtemps, généralement 2-3 jours après, il me semble, si je m'avance pas trop. Donc j'étais en compagnie du coup du directeur de la maison de Victor Hugo, Gérard Audinet. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces connaissances, puis sur la vie passionnante de Victor Hugo et de sa famille. Sachez que évidemment nous aurons notre petit rendez-vous mensuel le mois prochain, qui normalement devrait se faire au musée Carnavalet, qui est le musée de l'histoire de Paris. On n'a pas tout à fait la date encore, mais on vous tient au courant sur les réseaux sociaux de Paris Musée. On vous invite à aller sur